Expliquer ce que c'est le métier d'être lobbyiste, c'est on se murmure à l'oreille des eurodéputés. Oui, alors moi je suis une catégorie particulière. Donc en fait, on a plusieurs catégories dans le lobbying. Il va y avoir les ONG, les militants, les avocats qui vont essayer d'intervenir pour le compte de clients. Il va y avoir ce qu'on appelle les in-house lobby, donc par exemple les grandes multinationales qui sont directement présentes. Tu vas avoir des associations qui sont interprofessionnelles ou corporatives, qui reprennent toute une industrie. Moi, mon cas, c'est le cabinet spécialisé. Donc, en fait, je prends une thématique pour le compte d'un client que je déclare. Moi, je suis un lobbyiste déclaré pour les institutions européennes. Enfin, en tout cas, j'étais déclaré. Voilà, on peut en parler après. Mais c'est trois institutions. Donc, c'est le Conseil, donc les chefs d'État et les ministres européens. C'est une institution. On va avoir la Commission, donc c'est les commissaires européens comme Ursula von der Leyen, et le Parlement, les parlementaires, on va dire comme Virginie Joron et Michel Rivasi. Ces trois institutions ont un accord commun pour encadrer les pratiques de lobbying. Et donc la seule chose, c'est qu'il faut satisfaire en fait l'espèce de cadre légal qu'ils ont mis en place pour gérer les contacts avec l'extérieur. C'est tout un environnement complexe, c'est-à-dire que ça peut pas être réduit à une explication simple. Voilà, il y a des agents étrangers qui sont là sous couverture, il y a des vrais journalistes, il y a des faux journalistes, il y a un peu de tout. Les faux journalistes, il peut y avoir des agents extérieurs sous couverture qui se font passer pour des journalistes pour obtenir de l'information. Oui, ou des journalistes qui vont être véreux et qui vont utiliser leur fonction de journaliste pour servir un intérêt qui peut être privé, qui peut être politique. En fait, je me suis dit, on en est arrivé à un stade, quand on voyait l'empilement des procédures, les députés européens qui s'étaient plaints et qui voulaient avoir accès aux documents, le New York Times qui avait dû saisir... mais c'était caviardé. Oui, voilà, enfin, c'est pas une publicité, ça, hein, donc c'est se moquer du monde en disant on est transparent et on vous donne un document qui est illisible. Donc c'est aussi simple que ça. On avait le journaliste Fanta qui aussi avait eu des difficultés, et puis on avait toute une série de personnes qui se plaignaient et qui voulaient avoir ces documents. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, c'est assez simple, en fait... cette histoire de SMS qu'elle ne veut pas fournir, au même titre que les contrats ont été caviardés, donc on n'est pas du tout transparent. Je me suis dit, il y a deux cas de figure. Soit les SMS, Ursula von der Leyen ne veut pas les donner parce qu'il y a quelque chose qui est contenu dedans, mais qu'elle ne veut pas montrer au public, peu importe. Mais ils sont reconnus comme étant des documents administratifs. Donc ça veut dire que dans les droits fondamentaux, n'importe qui, toi, moi, on a le droit de faire une demande et d'en obtenir la copie. C'est un document public, ça nous appartient à tous. Et donc, à ce moment-là, c'est dans les 41 à 42 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. C'est pareil en Belgique, il y a l'article 32 de la Constitution. Et donc, en réalité, on peut se procurer ces documents. À partir du moment où elle ne l'a pas fait, alors là, on arrive dans un cas de figure intéressant qui est, elle a violé des droits fondamentaux. Donc, c'est comme en Belgique, on viole des droits constitutionnels. Et là, je me suis rendu compte que, c'est simple, la Charte des droits fondamentaux, on nous explique que c'est un valeur de traité, et les traités, ils ont valeur constitutionnelle. Donc ça devient une infraction pénale, si tu veux, en droit belge, de faire la rétention de ces informations. Le deuxième cas de figure, c'est de dire, en fait, elle ne les a plus, parce qu'elle les a détruits. Et si elle les a détruits, c'est une autre infraction dans le code pénal, c'est la destruction de documents administratifs. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même marrant, jusqu'ici, personne n'a visiblement déposé plainte au pénal, et je me suis dit qu'elles répondent, la version A ou la version B, dans les deux cas, elle a commis une infraction. Et on avait toute une série d'éléments additionnels. Et un opérateur, peu importe, saurait sortir de manière très simple les SMS, actuellement. Ça c'est autre chose, mais de toute façon, moi, c'est assez simple. Ça, c'est le cas de la procédure pénale. On a déposé plainte avec mon avocat dans les mains d'un juge d'instruction. On aura tout à l'heure. Voilà. On a des institutions qui sont en roue libre. Je sais bien que j'ai déjà eu la question une fois, si j'étais pro ou anti-européen, ce qui n'a pas vraiment de sens. La question, c'est est-ce qu'on peut tolérer que des institutions partent en roue libre ? Qu'on ait envie ou pas d'une construction européenne, de toute façon, moi, c'est assez simple. Il faut un espace multilatéral, peu importe que les gens s'entendent. Il faut s'entendre avec les pays voisins. Donc, peu importe le format, je m'en fous un peu, mais est-ce que je peux tolérer que des institutions partent en roue libre, que des fonctionnaires violent des traités ou violent les lois ? Je suis désolé, mais c'est pas quelque chose qui est envisageable, peu importe le système qu'on souhaite. Quand un commissaire européen dit l'administration, j'étais plus au courant de ce que faisait l'administration, on conclut qu'il a commis une faute de perdre le contrôle de sa propre administration. Donc c'est véritablement intéressant comme rapport à lire. Et puis ça a donné lieu à un code de conduite dans lequel, en fait, par exemple, les commissaires européens, ils ont une obligation de maintenir une apparence d'honnêteté. Donc c'est quelque chose d'assez amusant au final.
et on s'est rendu compte qu'ils avaient violé beaucoup de dispositions de ce code de bonne conduite, et donc on a décidé de saisir la Cour de Luxembourg en disant, nous, on veut que, en référé, donc en procédure urgente, on suspende les commissaires européens pour la bonne et simple raison que cette histoire de SMS Gate, en fait, viole le code de bonne conduite. C'est reconnu par la Cour des comptes et par la médiatrice européenne comme de la maladministration. Donc, ils ont ouvertement violé les traités européens. Et ils se maintiennent dans la position sans même une volonté d'avoir une apparence d'honnêteté. Donc, c'était assez net. Et donc, on a aussi signalé au juge que moi, j'avais un risque en tant que plaignant de faire l'objet de manœuvres de rétorsion. Et donc, c'était logique de demander la suspension, en plus du fait qu'elle pouvait influencer des fonctionnaires ou détruire des preuves. Donc on a saisi à Luxembourg, au fond et en référé. On va en parler avec Diane tout à l'heure. Et donc ça, c'est la partie administrative. Donc qu'est-ce qui nous a amené à nous connaître à l'époque? C'est Michèle Rivasi décide, en fait, donc la députée européenne française des Verts, elle décide de faire une conférence de presse au Parlement européen dans les bureaux qui sont à Paris, donc proche des Galeries Lafayette. Et elle fait une conférence pour inviter toutes les personnes qui sont intervenues de manière directe ou indirecte dans le SMS Gate. Donc elle va inviter le New York Times qui ne viendra pas, le journaliste Fanta, des ONG de transparence, et elle essaie de dire voilà, quelle est la situation aujourd'hui. Nous les députés, on n'arrive pas à les obtenir. Et donc dans ce cadre-là, elle m'invite en disant vu que vous êtes le plaignant au niveau pénal et que vous avez venez à ma conférence. Donc je m'y rends et j'en profite pour annoncer justement que j'ai sollicité la Cour européenne de justice, enfin c'est le tribunal de l'Union européenne, mais on peut le voir comme la Cour européenne de justice. Je l'ai sollicité pour demander la suspension des commissaires européens. Et donc j'ai expliqué ça pendant la conférence de presse et on a fait une interview en fait à la clôture de cette conférence de presse. Et donc quelques heures après, je suis visé par une procédure un peu particulière. Donc en fait, on m'annonce que mon accréditation en tant que lobbyiste professionnel fait l'objet d'un contrôle qualité. Donc c'est quelque chose d'assez surprenant parce que en fait, j'ai découvert une entité que pas grand monde connaît, c'est le secrétariat du registre de transparence. Alors il faut se rendre compte que c'est une entité qui est très opaque. Il n'y a pas d'organigramme, il n'y a pas vraiment d'adresse facile à trouver. Enfin, c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est des gens qui gèrent la transparence. Mais donc en réalité, cette personne, ce secrétariat m'envoie un quasi-email anonyme en disant « Monsieur, voilà, on a audité vos données, on a fait un contrôle qualité et elles sont incohérentes. » C'est quand même marrant parce que ça fait 6 ans que je déclare les mêmes. Comment soudainement, après la conférence avec Michèle Rivasi, mes données peuvent devenir incohérentes. Et donc ça devient assez marrant parce que après je suis devenu quasiment un expert de ce texte, parce que j'ai dû les lire plus correctement. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je n'ai pas répondu assez vite parce que j'étais au Parlement européen à Paris, dans les bureaux du Parlement européen à Paris, et le temps que je revienne, il a fallu quelques jours que je voyage, et je n'ai pas répondu dans les quelques jours au secrétaire du registre de transparence. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont suspendu mon cabinet de conseil comme lobby enregistré dans le registre de transparence. Ce qui arrive, c'est que je peux plus être lobbyiste accrédité parce que je dépends de mon lobby qui est déclaré, et vu qu'il est suspendu, moi avec. Donc c'était quelque chose d'assez amusant, parce qu'on découvre que ils m'ont suspendu après 5 jours ouvrables. Quand on les questionnera plus tard, ils vont dire « Monsieur, vous étiez non coopératif parce que vous n'avez pas répondu dans les 5 jours », sauf que le délai réglementaire, il est de 20 jours ouvrables pour répondre. Et donc ça veut dire qu'ils ont clairement eux-mêmes violé les propres règles de leur accord interinstitutionnel. Donc c'est quelque chose. Alors on se parle, tu n'as toujours pas récupéré. J'ai toujours pas récupéré mon accréditation. Alors parce qu'après j'ai été radié par le registre. Entre temps ils m'ont demandé de préciser en fait des données. Ça devenait un peu ubuesque. Hein, donc on me dit préciser la nature de vos activités. Donc j'ai été jusqu'à leur dire, par exemple dans l'aviation, quel rule-making task je suivais. Donc j'étais plus précis que n'importe quel autre lobbyiste de Bruxelles, et j'avais le droit de mettre des remarques, donc j'ai fini par dire, vu que dans le règlement, si je fais une intervention à titre privé, par exemple je suis plaignant dans une affaire judiciaire, ce n'est pas visé par l'activité de lobbying. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tenu à distinguer mon activité professionnelle de mon activité privée. Donc à titre privé, par exemple, je suis intervenu auprès de plusieurs députés, Michèle Rivasi, mais Virginie Joron. Je ne suis pas intervenu en tant que lobbyiste professionnel pour un intérêt professionnel. Je suis bien à titre privé. Et donc ça, j'en ai le droit, et je n'ai pas besoin d'être déclaré pour ça. Et donc, on finit par gratter, on se demande, mais tiens, c'est quand même marrant, parce que
au final, on pose des questions en disant, mais vous m'avez suspendu, bien, ok, mais qu'est-ce qui est à l'origine de votre procédure? Parce que moi, je remarque que c'est le jour de l'annonce chez Michel Rivasi, et vous me faites un contrôle qualité le jour même, quelques heures après. Eux diront que c'est une coïncidence, mais ce qu'on leur demande, mais est-ce qu'il y a un député ou un fonctionnaire européen qui s'est plaint de ma pratique professionnelle? Non. Est-ce que vous avez reçu une plainte d'un tiers? Non. Est-ce que vous avez constaté une violation par ma personne, ou par mon organisation, des règles qui sont définies pour encadrer les lobbies? Non. C'est là qu'ils sont extraordinaires, parce qu'en fait, ils nous expliquent que c'est un contrôle qualité inopiné, reposant sur rien, arrivé au hasard, qui amène à une suspension. Là, on commence vraiment à gratter, et on commence à rigoler, parce qu'on finit par voir que en fait, vu que c'est 3 institutions, il y a un coordinateur tournant, donc une personne qui dirige ce secrétariat, et ça change au fil du temps. Parfois, c'est pour le Parlement, parfois, ça vient de la Commission, parfois, c'est du Conseil. Et cette année, il se trouve que c'est la Commission qui a récupéré le contrôle du registre. D'accord. Et on se rend compte que, on fait des demandes pour savoir, mais on ne voit pas d'organigramme. Qui dirige ce registre? Donc, c'est déjà anormal. On ne comprend pas nous-mêmes qui dirige le registre de transparence. Donc, on finit par trouver des documents qui indirectement nous montrent qui est responsable, et on identifie le N-1 en fait d'Ursula von der Leyen. Donc, c'est une dame qui s'appelle Madame Oliva Naviles, qui est en fait Head of Unit pour la transparence à la Commission européenne. Donc ça devient intéressant, ça veut dire que c'est la personne en fait, le fonctionnaire européen en charge, donc qui est directement sous les ordres de la Commission européenne, mais qui est en charge de la transparence. Donc ça veut dire qu'on a demandé les SMS, quand on a demandé la copie des contrats, ça passait par elle, elle est directement responsable de ça, de la rétention d'informations, des censures abusives. Et donc cette Madame Olivan, c'est aussi la personne qui, au niveau du registre de transparence, m'a suspendu et a fini par me radier. Et donc c'est rigolo de voir que je demandais justement la suspension de sa supérieure hiérarchique et que elle, qui sera de facto tôt ou tard mise en cause aussi dans les dossiers pénaux, en fait, c'est elle qui s'est mise, et on va avoir difficile de penser que c'est pas une manœuvre de rétorsion, donc elle s'est mise à faire des manœuvres de rétorsion. Et elle n'a pas le droit d'essayer de viser indirectement ou directement à diminuer. Et donc c'est ce qu'ils essaient de faire, donc c'est de diminuer mes revenus en m'empêchant de travailler. Et donc c'est formellement interdit par la directive lanceur d'alerte, et je te rappelle que c'est les institutions européennes qui l'ont mise en place. Donc c'est pas la Belgique qui a décidé qu'on faisait un texte, hein. Les institutions elles-mêmes, donc elles vont pas nous dire que c'est pas applicable à elles-mêmes. Donc c'est vraiment intéressant, et c'est le premier cas de figure où on les voit elles-mêmes violer leurs propres directives. Et on s'est rendu compte que un parti justement germanophone belge, qui a quand même, je crois que c'est 3 députés dans leur parlement régional, a déposé plainte, non, en fait c'est pas déposé plainte, c'est a rejoint ma plainte en qualité de victime, et on se rend compte qu'en fait ils ne sont pas tout seuls. Donc si on a bien compris aujourd'hui, on commence à dépasser la dizaine de plaignants. Donc on a pu identifier qu'il y avait aussi le français Florian Philippot. Il a annoncé dans une vidéo qu'il s'était joint à la cause aussi, donc il doit faire partie de ces plus que 10 personnes. Et on commence à voir que, oui, on a des particuliers, on va avoir des partis politiques, et il y a quand même des députés élus chez Vivant, le parti germanophone, et ça fait un ensemble de gens qui en plus sont européens. On est sortis de simplement la Belgique, qui se plaignent de la même chose. Donc moi c'est très bien, parce que ça veut dire que si j'ai un accident malheureux demain, provoqué ou non, en fait il y a toujours suffisamment de plaignants pour laisser le dossier ouvert. T'as été menacé? Non, c'est pas. La seule manœuvre de rétorsion. T'as toi-même lobbyé, par exemple? On n'a pas essayé de dire, allez monsieur. Non, je me souviens, j'ai des comportements aussi un peu bizarres. Je me souviens qu'un journaliste me posait la question en interpersonnel, en disant, mais si le fabricant, l'industriel te propose de l'argent pour arrêter de les embêter, est-ce que tu diras oui si la somme est assez grande? Et je dis, mais la bière à côté de chez moi coûte 2,40 €, qu'est-ce que tu veux que je foute avec de l'argent? Donc c'est beaucoup plus drôle de les embêter. Il y a à la fois une très grande bonhomie, une très grande volonté. Hein. Donc qu'est-ce qui peut se passer? On en reparlera avec Diane tout à l'heure, mais qu'est-ce qui peut concrètement arriver parce qu'on arrive à une échéance importante sur les élections de juin prochain. Est-ce qu'ils vont jouer la montre en face pour essayer de tirer jusque-là? De toute façon, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est qu'il n'y a pas un retour à la normale. Les institutions sont définitivement parties en roue libre. Donc nous, ce qu'on constate vraiment, c'est qu'ils ont organisé. C'est un peu violent, c'est-à-dire que faut quand même peut-être être clair pour les gens qui nous regardent. Les gens qui nous regardent, qui ne vivent pas dans les institutions, ils ont une vision de ce que sont les institutions qui date d'il y a 20 ans.
Donc ils se disent les belles valeurs européennes. Non, mais ça va être tous les slogans, l'Europe c'est la paix. Et c'est vrai que c'est un côté un peu charmant d'après-guerre en disant au final on s'entend avec nos voisins, c'est chouette, les droits fondamentaux. Mais la réalité concrète aujourd'hui, c'est plus celle-là. Donc quand tu vas dans les institutions, tu te rends compte qu'il y a une organisation par des fonctionnaires et puis par des élus, par exemple, de la destruction des droits fondamentaux. Donc ça veut dire que... Destruction. Oui, tout à fait, destruction. C'est-à-dire que... C'est pas du déni, c'est la destruction. Non, donc ils n'en sont plus à simplement, de temps en temps, violer les droits fondamentaux en disant, par exemple, le droit de transparence, je vous donne pas un document dans ce cas-ci. En fait, ils ont mis en place des mécanismes, les fonctionnaires avec, et on pourra en parler après, la complicité de certains magistrats dans des cours de niveau européen, ils ont organisé le fait d'empêcher l'application de ton droit fondamental. Avec des zones d'ombre ou dans les termes Non, c'est très construit. Donc, par exemple, tu as un droit fondamental à la transparence. D'accord ? Donc, tu as le droit d'obtenir des documents. Et puis, tu vas dire, moi, par exemple, c'était mon cas, j'ai dit, je veux la copie du dossier qui concerne la suspension de mon accréditation. Et on me dit, monsieur, on ne vous les donne pas. Pourquoi ? Il y a des noms de fonctionnaires à l'intérieur. Ouais. Très bien, mais ils agissent en leur titre et fonction. Donc qu'est-ce que ça peut bien vous faire de... Ah ben non, parce que ce sont des données à caractère personnel. Bien que ça soit leur vie professionnelle, on considère que c'est leur vie privée, ce qui est déjà un saut qualitatif incroyable. Et donc, on doit protéger la vie privée. Donc, on fait obstacle au droit de transparence. Écoutez, mais on a de la jurisprudence qui dit ça. Et donc, ça devient assez amusant parce que, en gros, ce qui est applicable normalement, il y a ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. C'est le droit fondamental. D'abord, c'est le traité européen. Le traité européen, il dit que le principe, c'est la transparence. Et eux, ils organisent en fait après un règlement, d'accord, qui est un dispositif imparfait. C'est fait pour essayer de comprendre comment on applique un droit fondamental, un principe. Et après ça, ils vont créer de la jurisprudence. Donc ça veut dire des décisions de justice qui sont des interprétations abusives d'un règlement qui correspond plus à la fin au principe de base. Et donc ils arrivent par sauts successifs à inverser le sens du principe de départ. Un fonctionnaire ou un politique qui fait obstacle au droit de transparence de manière arbitraire, d'accord, donc il n'a aucun motif légitime de retenir un document, il commet une infraction pénale c'est l'article 151 du Code pénal. D'accord. Et donc ça veut dire que ces gens, en le faisant, ils ont une attitude de délinquant parce que c'est un délit pénal. Bonjour Yann, maître Protin. Alors, on a envie de savoir, c'est quoi la situation maintenant? Est-ce que c'est un bon client et de 1? Est-ce que c'est un dossier particulier de 2? Et quelles sont les perspectives qu'on peut envisager pour notre ami Frédéric? Alors, écoutez, pour répondre quand même à la première question, puisque vous me l'avez posée, est-ce un bon client? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, le plus original, parce que je vous raconterai quand même que M. Baldin est venu me voir à l'occasion d'une conférence que j'avais faite à laquelle j'avais été invitée au Parlement européen. C'était à propos des risques que faisaient courir potentiellement les effets secondaires des vaccins à la sécurité aérienne, puisque ces vaccins ont été imposés au personnel navigant dans toute l'Europe, alors que vous savez par exemple que les pilotes ne peuvent pas voler en ayant pris par exemple un antihistaminique, si vous voulez. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement réglementé. C'était dans le cadre de cette conférence, nous sommes rencontrés et M. Maldan m'a parlé, m'a dit « je serai votre client ». Alors effectivement, c'est le seul et le premier qui est donc de lui-même décidé d'être mon client. Ça ne m'est jamais arrivé avant, mais j'en suis ravie. En réalité, les commissaires européens ont violé certains droits fondamentaux. C'est ce que Frédéric Baldin reproche, notamment la transparence et la bonne administration. Tout le monde a entendu parler de cette affaire de SMS et de négociation de contrats secrets. Donc, ça viole deux droits basiques, droit à la bonne administration et le droit à la transparence. Or, le droit à la bonne administration et transparence sont des droits fondamentaux. Et depuis le départ, enfin depuis que le monde des mondes, quand vous violez les droits fondamentaux de quelqu'un, ça entraîne automatiquement un préjudice. C'est quelque chose qui existe et qui est logique. Et donc, au départ, M. Baldin a demandé une indemnisation pour la violation des droits fondamentaux qu'il détient, qui sont la transparence et l'administration. Et nous avons ajouté, en fait, ça c'est ce qui prend du temps, nous avons ajouté une procédure rapide en demandant la suspension des commissaires européens et de Mme von der Leyen, le temps de cette instance, mais aussi le temps de l'enquête pénale menée en Belgique. Donc ça a permis d'avoir à la fois une procédure lente
et une procédure rapide. Mais quand vous dites est-ce qu'il y a une jurisprudence Baldan, ça sera que la jurisprudence Baldan, elle est, j'allais dire, l'inverse de celle habituelle, puisqu'à l'habitude, on dit que les droits fondamentaux, si vous les violez, eh bien, il y a un dommage automatique et inhérent pour les personnes. Et M. Baldan, on a été jugé le contraire. Quand on s'est posé la question, vu qu'il ne traite pas notre référé, est-ce qu'il a éventuellement, le magistrat, des conflits d'intérêts? Est-ce qu'il respecte le règlement de la Cour en matière d'indépendance des magistrats? Et là, on se rend compte qu'il a toute une série de liens d'intérêt qui finissent par un peu nous gêner. Donc, on ne le met pas directement en cause. On lui dit, au regard des éléments qu'on a découverts, donc par exemple des intérêts financiers, parce que le juge cumule des fonctions, il a des fonctions économiques, il conseille une entreprise gazière, il a aussi un titre dans une fonction dans une université qui venait le jour où on a fait la conférence avec Michel Rivasi. Il y a une actualité du même jour, hein. Donc on a l'université en question de Toulouse a remis un prix de docteur honoris causa à Ursula von der Leyen. Et le juge en question, des référés, fait partie de la même université que celle qui a octroyé le titre de docteur honoris causa. Et vous avez plusieurs conflits d'intérêts et ça commence à nous gêner. Comment vous nous garantissez que vous êtes bien indépendant par rapport à l'affaire? Donc il va traîner. Et donc tu dis que c'est 8 semaines hein, au total. Mais donc il ne va pas juger le référé dans un délai mais qui est totalement déraisonnable, hors norme en matière d'urgence. Et qu'est-ce qui va nous arriver? C'est le juge du fond. Alors moi, ça fait presque rire parce que quand les députés européens demandent qu'on juge l'affaire des contrats Pfizer, il faut 2 ans pour avoir une audience. Dans notre cas à nous, il aura fallu 8 semaines également au juge du fond pour nous dire, en fait, on n'a pas de préjudice, il est insuffisamment démontré, ou vu que le préjudice, tout le monde peut l'avoir, alors il n'existe plus parce qu'il serait collectif. Donc on dit quelque chose d'un peu près fou. J'avais donné l'exemple, par exemple, si quelqu'un viole une femme dans un village, alors la femme serait préjudiciée, et s'il violait l'ensemble des femmes du village, il y aurait plus de préjudice parce que le préjudice devient collectif. Donc c'est une aberration profonde. Ça veut dire qu'on a reposé la question en live au même juge, en utilisant simplement un autre droit fondamental que celui-là, et face à une assemblée publique. Et on a fini par obtenir l'aveu de ce même juge que, effectivement, quand il y a violation des droits fondamentaux, il y a une suspicion de préjudice qui est automatique, donc il n'y a pas besoin de démontrer le dommage. Donc ce juge a dit, quand on le filmait, donc il a consenti de filmer, hein, parce que c'est un événement public, il nous a dit exactement le contraire du jugement qu'il a rendu. Okay. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour faire une petite précision ici, en réalité, quand on vous dit, et on l'a tous compris, que les droits fondamentaux, leur violation entraîne tout de suite un préjudice. Le droit à la bonne administration et à la transparence, ce droit est évidemment violé, mais en réalité, il est violé aussi, et ça c'est vrai, pour tous les Européens, puisqu'aucun d'eux n'a accès au contrat de vaccin ou au SMS de Madame von der Leyen. Mais le préjudice, il est propre à chacun d'entre nous. Ce que nous a dit ce juge, il a fait fi de tous les droits fondamentaux en disant, mais si je paye pour Frédéric, c'est à peu près ça, eh bien, j'ai 450 millions d'Européens qui ont tous aussi subi ce préjudice d'atteinte à la transparence. Et là, mais c'est ça la logique, parce que c'est moi, en tant que citoyen, j'ai quelques droits, j'ai des droits de l'homme, la dignité, etc., pas être esclave, ce que vous voulez, mais en tant que citoyen européen, j'ai 3 droits, celui de voter, au Parlement, j'ai celui de la séparation, du respect par les institutions de la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire que les fonctionnaires européens ou les institutions ne doivent pas faire porter du poids les unes sur les autres, c'est-à-dire qu'on ne doit pas essayer d'influencer, par exemple, les juges. Et puis la 3e, c'est la transparence, et ça revient dans chacun des droits nationaux à ce qu'on appelle le droit de contrôle de l'administration par les citoyens. En France, c'est bien de le dire pour la Belgique, mais en France, on a l'article 15, les citoyens ont le droit de demander des comptes à l'administration. Donc, la citoyenneté et la démocratie, c'est la transparence, le fait que les fonctionnaires doivent rendre des comptes et le droit de vote. À partir du moment où vous consignez dans un mécanisme contractuel comme celui-là, qui a eu un impact sur 450 millions d'Européens, si le droit à la transparence est violé, alors c'est un préjudice dans le chef de chacun des citoyens. Mais on voit bien la chose venir, ils disent ça va être trop cher. Mais ce faisant, quand ils nous répondent, comme ça a préjudicié à tout le monde, ça a préjudicié à personne, alors autant enlever les droits fondamentaux. Les droits fondamentaux. Si vous voulez, ils sont arrivés à dire que ce droit fondamental spécial, là, tout le monde, on pouvait bien le violer, parce que si on le viole pour un, on le viole pour tout le monde. On a encore d'autres choses qui étaient un peu surprenantes. Par exemple, quand on vous dit qu'on a été jugé sans audience.
nous n'avons jamais pu aller au tribunal. Par exemple, dans le premier référé et la première procédure au fond, donc celle dont on vous parle pour le moment avec le juge Pillman, ils n'ont jamais interpellé la Commission européenne. Donc normalement, quand on dépose nos requêtes, ils doivent solliciter la Commission européenne pour avoir l'avis de la Commission sur notre requête. Et ben là, ils se sont dispensés de le faire. Et on dit, mais c'est quand même incroyable. Donc, on a des gens qui n'interpellent pas la commission, ils publient pas les requêtes, ils publient pas les jugements, ils nous font pas audience, ils rendent des décisions par ordonnance qui sont contraires au droit et à la jurisprudence, qui inversent les principes du droit. On dit, mais à un moment donné, la crédibilité de la justice européenne là-dedans, c'est vraiment plus rien. Vous vous rendez compte que pour avoir une preuve de la malhonnêteté intellectuelle des magistrats, parce que j'ose le terme, il faut qu'on aille à des manifestations publiques pour les entendre nous-mêmes dire le contraire. Hein. Tout ça est gravissime, c'est-à-dire qu'on porte atteinte au fondement, comme j'ai dit, de la démocratie. La démocratie, je le redis aussi, c'est pas simplement le fait d'avoir le droit de voter, c'est le fait d'avoir le droit de regarder ce qui se passe parmi les institutions. Donc, pour le moment, ce que nous avons fait, c'est un pourvoi contre ces deux décisions. Le pourvoi contre la suspension des commissaires, lui, a été rejeté, mais par contre, le pourvoi sur la question de l'indemnisation de la violation des droits fondamentaux de Frédéric, lui, continue, et je pense que cette fois, la Commission européenne devra s'expliquer, parce que nous allons faire valoir, évidemment, qu'on a été jugé par un juge qui dit le contraire 3 jours après. Donc, ça pose quand même véritablement question. Mais, comme vous l'avez vu, à partir du moment où il y a ce défaut de transparence totale au niveau des institutions européennes, plus ou moins cautionné pour le moment encore par les juridictions européennes, et bien vers quoi on se tourne? Vers ce qui a été d'ailleurs le début des plaintes de Frédéric, c'est vers le juge d'instruction belge, M. Freinet, devant lequel on a déposé le 5 avril dernier, c'est le début de tout ça, une plainte criminelle contre Mme Ursula von der Leyen pour immixtion dans les fonctions publiques belges, pour destruction des documents publics qui sont les textos qui ont été envoyés, qu'elle a envoyés ou qu'elle a reçus de M. Bourla, président de Pfizer, dans le cadre de la négociation des contrats d'acquisition de vaccins. Et le quatrième chef d'inculpation, c'est corruption et prise illégale d'intérêt, parce que ces contrats, on pourra y revenir, mais ces contrats sont complètement déséquilibrés en défaveur des États. Tout est en faveur de Pfizer. On n'a jamais vu des clauses pareilles dans lesquelles il y a une irresponsabilité totale des laboratoires pharmaceutiques, d'ailleurs avec un paiement des États qui leur financent aussi la recherche sur le développement. C'est-à-dire qu'on est le payeur et la victime aussi dans les deux cas. Mais là-dessus, on se demande comment ça peut être possible, à moins d'un acte de corruption, ou sinon, à défaut, il y aurait de la prise illégale d'intérêt qui consiste, vous l'avez compris, donc il y a eu des centaines de messages envoyés entre Mme von der Leyen et M. Bourla, et à la fin, c'est Pfizer qui a 80% du marché. Dans le droit habituel, si un maire d'une commune donne le marché à son copain avec qui il joue habituellement au golf, il lui donne le marché public des ronds-points de la ville, eh bien à ce moment-là, c'est de la prise illégale d'intérêt, puisqu'ils avaient un lien personnel, amical ou je ne sais pas, mais qui n'a jamais été déclaré. Ça, c'est la spécialité de Frédéric, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est intervenu. Finalement, si l'Europe n'est pas transparente, le juge d'instruction belge a totalement le droit, et c'est pour ça qu'il est extrêmement important, a totalement le droit, lui, j'espère qu'il le fera, d'aller saisir les contrats non révélés, d'avoir saisir les SMS, j'allais dire, il est notre porte de secours, et nous savons, on ne peut pas, évidemment, le secret de l'instruction, mais nous savons que nous ne sommes pas les seuls à avoir déposé cette plainte, qui a actuellement 2 partis politiques qui l'ont fait, un parti français qui s'appelle Les Patriotes, un parti belge s'appelle Vivance Belgium, si je le prononce bien, et au moins une dizaine de particuliers que je ne connais pas. Ils n'y couperont pas à un moment donné. Ces contrats, nous allons les obtenir. Les SMS, on va les obtenir s'ils existent toujours, ou alors on aura bien la preuve qu'ils sont détruits. Dans les 2 cas, ce sera une infraction. Et ce qu'on peut voir aujourd'hui, parce qu'il y a des décisions, par exemple, comme l'Afrique du Sud, un magistrat quand même a jugé que le public avait le droit de connaître ces contrats en intégralité parce que c'était d'intérêt public supérieur. Chez nous, on nous explique, j'ai peut-être envie de le dire, que l'intérêt public supérieur des Européens n'est pas le même que celui des Africains du Sud. Donc, à mon avis, c'est normal, parce que vu que nous, on n'a plus de droits fondamentaux et eux bien, c'est peut-être pour ça. Hein, donc, l'apartheid judiciaire. Voilà. Donc, à se demander si on est bien signataire de la même charte de l'ONU pour les droits de l'homme, mais c'est intéressant. Et donc, là, en fait, quand on lit ces contrats et qu'on lit les différentes versions, on comprend pourquoi ils les censurent. On comprend pourquoi ils veulent pas nous les donner. Moi, si la Commission européenne rend ses contrats publics et que je vois la même chose que dans le contrat d'Afrique du Sud, et que j'en ai la garantie légale,
mais c'est clair et net qu'il y a des infractions pénales qui vont pleuvoir. Bien et donc, mais au niveau national et au niveau européen, ils ont commis des infractions à ce niveau-là. Et le fait de retenir, enfin de garder ces contrats secrets, de faire de la rétention d'informations, dissimule en fait des frais infractionnels. Dans la décision d'Afrique du Sud qui a été rendue publique, qui ordonne la production des contrats, le juge quand même souligne, et d'ailleurs je suis certain que c'est la même chose en Europe, que la clause de secret des affaires qui est opposée, enfin, il n'y est pas prévu de pénalité pour en tout cas, il n'était pas prévu de pénalité pour la République d'Afrique du Sud si elle violait cette clause. Donc, je suppose que c'est la même chose en Europe. Donc, ça suppose que pour le moment, la Commission européenne lui dit non, on ne veut pas vous donner les contrats. D'ailleurs, pareil au niveau national, on dit non, on ne veut pas vous donner les contrats. C'est le ministre de la Santé français parce que la Commission nous a dit de ne pas le donner. Et la Commission dit je ne vous la donne pas parce que c'est la clause de confidentialité de Pfizer que je dois respecter. Mais la Commission européenne, elle est là pour l'intérêt public général. Elle est gardienne des traités. Comme a dit Frédéric, on ne peut pas faire des contrats qui violent les traités. Je pense que c'est une affaire que les gens préfèrent taire, comme la presse, et d'ailleurs à tous les niveaux, même au niveau judiciaire. Par contre, en dernier mot, il y a quelque chose d'extrêmement important. Le droit belge est étonnant pour moi qui le découvre, et selon moi, celui qui permet le plus de se défendre contre les sortes de coups d'État que commettent les institutions européennes, parce que justement en Belgique, il existe une infraction qui est la collusion de fonctionnaires lorsqu'ils se réunissent pour détruire les droits fondamentaux. Au bout d'un moment, dit comme ça, on se demande quel traité, on n'a peut-être pas la même version avec la Commission européenne du traité, on ne doit peut-être pas lire la même chose, parce que pour moi, toutes ces actions de cette Commission européenne au profit systématiquement d'intérêts privés, au détriment des intérêts publics des citoyens. Comment peut-on considérer qu'il n'y a pas d'intérêt général à nous montrer le contrat alors que c'est le cas en Afrique du Sud? Tout ça est aberrant. Donc, on se demande s'il y a une volonté organisée de détruire cette transparence. Et dans ce cas, si on arrive à le démontrer, eh bien, le juge belge, lui, dans la boîte du code pénal belge, il y a non seulement l'immixtion dans les fonctions publiques, mais aussi cette infraction de collusion de fonctionnaires. Et je pense que le droit pénal belge est peut-être le mieux armé pour nous aider. Youpi, vive le droit belge. Merci encore, Fred. Merci à vous, maître Diane Protat, depuis Paris. On a fait le point, on en reprend encore, donc, puisque l'affaire Valdan est loin d'être finie, et une bagarre de tous les instants avec un sourire, et beau sourire aussi de vous, maître Diane Protat. Donc, on compte sur vous. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci de votre invitation.